La 24e exposition temporaire du musée du Louvre-Lens est consacrée au thème de l'exil et plus particulièrement au regard que les artistes, au fil du temps, ont porté sur le phénomène de l'exil. C'est un sujet qui fait partie de notre actualité quotidienne, mais c'est aussi un sujet qui a accompagné l'aventure humaine depuis toujours, enfin, en tout cas depuis longtemps. Et le Louvre-Lens nous propose donc une approche de cette notion d'exil à travers le temps, à travers les arts, sans toujours veiller à la précision du vocabulaire. L'on emploie des mots comme exilé, fugitif, réfugié, émigré, immigré, migrant, sans toujours bien distinguer le sens précis de ces termes. C'est la première critique qu'on peut faire à l'exposition, mais cela reflète sans doute l'imprécision du vocabulaire ambiant de nos jours. Donc la particularité de cette exposition, c'est qu'elle nous offre le regard que les artistes, qui sont parfois eux-mêmes des exilés, ont pu porter sur l'exil, d'où le sous-titre de l'exposition, Regard d'artiste. Toute exposition amène à faire des choix, et tout choix est à la fois respectable et critiquable, bien sûr. Disons que les choix qui ont été faits dans une perspective surtout européenne et occidentale, principalement. L'exil est une expérience profondément ancrée dans la destinée humaine et c'est une expérience universelle, comme on le voit à travers les premières œuvres qui sont exposées dans la première salle, au fond de l'exposition, euh, qui illustre, qui met en lumière certains des récits constitutifs de la civilisation occidentale qui font appel précisément à des exemples d'exilés. On trouve par exemple une peinture de Marc Chagall et une peinture du Cavalier d'Arpin qui illustrent le thème de d'Adam et Ève chassés du paradis. Alors dans cette peinture de Chagall, on retrouve la manière caractéristique de Chagall, c'est-à-dire que les règles de la physique ne jouent pas vraiment, que le fond et la forme se confondent parfois un peu, et que bon, les arbres sont inversés, les animaux volent dans les airs, les êtres humains sont tronqués, mais cette mise en scène montre le chamboulement, en quelque sorte, qu'apporte le fait pour Adam et Ève d'être chassés du paradis, le chamboulement du monde occasionné par la faute, et Adam et Ève donc sont conduits sur les chemins de l'exil, ce que Chagall symbolise par le coq rouge qui est là, un coq qui est un élément fréquemment repris dans les compositions du peintre. C'est un coq qui fait référence aux créatures de son enfance, et la couleur rouge évoque la couleur du sacrifice, elle symbolise le tourment, mais elle symbolise aussi la fertilité. Et l'idée de la fertilité est rappelée ici dans le coin par ce qui ressemble à une maternité, au fond. Le thème d'Adam et Ève chassés du paradis, vu par Marc Chagall au milieu du XXe siècle. Le même thème, vu 3 siècles plus tôt par le Cavalier d'Arpin, peintre, euh, l'un des emblèmes, l'un des fleurons du courant maniériste à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Et le Cavalier d'Arpin nous montre la même scène, Adam et Ève chassés du paradis, mais dans une tonalité beaucoup plus dramatique, beaucoup plus terrible. Le peintre nous montre l'ange chassant Adam et Ève armé d'un glaive, un ange visiblement sans pitié. Il nous montre Adam et Ève ayant désobéi à Dieu et condamnés par conséquent à l'errance et à la fuite vers l'inconnu. Le thème de l'exil chez Chagall, c'était le thème peut-être d'un espoir dans l'avenir. Ici, le thème, évidemment, est beaucoup plus désespéré. Une des racines de la civilisation occidentale avec ce mythe d'Adam et Ève chassés du paradis. Une autre racine de la civilisation occidentale, on la trouve dans les poèmes antiques, Homère et Virgile. C'est le thème de Troie en flammes, d'où s'échappent Énée et sa famille. On voit donc sous le pinceau de Karl van Loo, Énée ici au premier plan, portant son père Anchise sur le dos, c'est Aîné portant tout le poids du passé, et ayant à la main ou tirant son jeune fils Ascagne,
qui fuit donc la ville de Troie en flammes. Euh, les flammes sont à l'arrière de la scène et les exilés sont sur le premier plan. Alors on voit à l'arrière de la scène, sur le bâtiment en flammes, la déesse Vénus, qui est la mère d'Énée, qui ordonne en quelque sorte à son fils de quitter la ville. Et on voit ici à gauche l'épouse d'Énée, Créuse, qui remet à Anchise en quelque sorte le patrimoine essentiel de Troie, ce qu'on appelle le palladium, que Énée va apporter jusque dans le Latium et qui va être évidemment le lien établi entre Troie et Rome. Donc le poème de Virgile insiste sur cette réalité-là. Certes, ce sont des exilés, certes, ce sont des fugitifs, mais cette fuite est porteuse d'avenir, cette fuite est une promesse pour l'avenir. La peinture de Carl van Loo est extrêmement célèbre au XVIIIe siècle. On le considère au milieu du XVIIIe siècle. C'est ce que dit Melchior Grimm. C'est le premier peintre de l'Europe. Aujourd'hui, la notoriété de Van Loo a un peu périclité, bien sûr, mais cette image vient de façon très convaincante en contrepoint des peintures de Chagall et du Cavalier d'Arpin. Alors, un autre élément à souligner pour dépeindre cette notion d'exil, c'est que s'il s'agit d'une réalité universelle, c'est aussi en général une expérience collective. Cette plaque Campana nous montre une scène que l'on trouve dans l'Odyssée. On voit Ulysse ligoté au mât de son navire, qui s'est fait ligoter au mât de son navire par ses camarades, son équipage, afin de pouvoir résister à la séduction des sirènes. Et donc cela montre une chose, c'est que certes le fugitif est un individu, mais ici nous avons affaire à Ulysse qui est le roi d'Ithaque, qui est sur le retour à Ithaque. Ce sont les errances d'Ulysse après la guerre de Troie, mais Ulysse n'est pas seul. Il est accompagné par tout un- ses hommes, il est accompagné par ses compagnons qui jouent un rôle décisif dans l'aventure d'Ulysse. Et le poème, évidemment, le dit clairement dans l'invocation, dans les tout premiers vers du poème de l'Odyssée, on évoque bien sûr Ulysse, qui est décrit exactement comme celui qui sur les mers passa par tant d'angoisses en luttant pour survivre et ramener ses gens. Alors, une autre illustration de ce thème du groupe en exil, on peut la trouver dans cette œuvre d'Honoré Daumier qui date de 1848. C'est un plâtre réalisé par l'artiste. À l'origine, il l'avait intitulé Les Émigrants, et puis finalement, il a modifié le titre pour renommer son œuvre Fugitif. Alors, les personnages sont modelés rapidement, ils portent des objets qu'on ne peut pas vraiment identifier. Le mouvement montre qu'ils se déplacent de façon coordonnée de la droite vers la gauche du cadre. Et on perçoit dans les gestes, dans la position des corps, le drame qui se joue dans toute son intensité. C'est un départ précipité, c'est l'exode des masses devant une catastrophe, devant quelque chose, devant des troubles que l'on fuit, en l'occurrence fugitif, le terme est bien choisi. Alors en 1848, de quoi peut-il bien être question? Cela peut être les révolutions de 1848, effectivement, et par exemple la déportation des condamnés dans les territoires coloniaux. Ça peut être, dans un cas de figure complètement différent, la ruée vers l'or en Californie, ou ça peut être aussi évidemment les conséquences de la Grande Famine en Irlande à partir de 1845. Grande Famine qui tue un quart de la population irlandaise et qui force un autre quart à l'exil, à l'émigration, en grande partie vers l'Amérique du Nord. Tous ces déplacements de population donc ont inspiré à Daumier cette scène euh, cette scène que l'on voit là donc dans ce plâtre conservé au musée d'Orsay. Une autre illustration de cette notion du déplacement en groupe, de l'exil en groupe, du mouvement en groupe, on la trouve dans ce cuivre gravé, dans ce cuivre préparé pour la gravure, donc de Chagall. Chagall qui a illustré les épisodes de la Bible. Ça a d'abord été une commande, et puis ensuite il a développé cet aspect de sa création. Ici, nous avons affaire à Jacob, donc qui quitte son pays,
entouré par une partie de son peuple. C'est ce que dit en termes précis le 46e chapitre de la Genèse. Ils emmenèrent leurs troupeaux et tout ce qu'ils avaient acquis au pays de Canaan, et ils vinrent en Égypte, Jacob et tous ses descendants avec lui. Donc, expérience collective de l'exil que Chagall traduit de manière quasiment littérale. Chagall, qui est lui-même un exilé, de l'Empire russe. Il est né près de Vitebsk, qui est aujourd'hui en Biélorussie. Donc la figure de Jacob comme figure de l'exil, c'est en effet une belle figure de l'exil. Lui qui doit quitter dans sa jeunesse le foyer de son père et se réfugier chez son oncle durant 20 ans, pendant lequel il devient père de ses 11 premiers fils et d'une fille, ce sont les ancêtres des futures tribus d'Israël. Après quoi, Jacob rentre au pays de Canaan, cette terre promise par Dieu à Abraham, puis à Isaac, puis qui sera promise à lui-même en attendant Moïse. Et sur le chemin du retour, il lutte toute une nuit avec l'ange de Dieu, ce qui lui vaut de prendre le nom d'Israël, c'est-à-dire de celui qui a lutté avec Dieu. C'est ce qui est raconté au 32e chapitre de la Genèse. Donc, dans le pays de Canaan, il nomadise pendant quelques années, après quoi il part pour l'Égypte, comme on vient de le dire. On retrouve son fils Joseph, qui est devenu une sorte de gouverneur du pays, et il meurt donc au bord du Nil, à l'âge respectable de 147 ans. Ce sont donc les caractéristiques des patriarches de la Bible, qui sont évidemment d'une longévité tout à fait remarquable, ce qui vaut à Jacob, à la dépouille de Jacob, d'être transféré beaucoup plus tard, à l'époque de l'exode des Hébreux hors d'Égypte, donc cette dépouille transférée à Hébron et déposée dans le caveau des patriarches, aux côtés de ses pères, Abraham et Isaac, donc des patriarches plus anciens de la Bible. Jacob est un patriarche juif, un patriarche de la Bible, c'est un grand ancêtre de la Bible, de l'Ancien Testament pour les chrétiens, et il est également mentionné en tant que tel dans le Coran. Et les spécialistes estiment que cet épisode de Jacob quittant le pays de Canaan, c'est l'un des passages les plus anciens de la Bible qui, dans sa conceptualisation, a été forgé sans doute à la fin du deuxième millénaire et qui a été mis par écrit aux alentours du 8e siècle. On comprend que le terme de terre de Jacob ait été utilisé pour désigner le pays promis par Dieu à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob, et puis par la suite à Moïse. Cette terre de Jacob, cette terre d'Israël, Israël étant le deuxième nom de Jacob, Eretz Israël, ait pu acquérir une signification non pas simplement géographique, mais une signification politique, ceci dans l'Antiquité et plus tard. Alors, dans l'exposition du Louvre-Lens, on trouvait, et dans la même salle, là où il y a précisément l'exposition des œuvres de Chagall, du Cavalier d'Arpin et de Daumier, il y a donc cette installation de Barthélemy Togo intitulée Exodus. Exodus, ça pourrait être le nom d'un bateau, c'est ici le nom d'un vélo. Et cette installation de Barthélemy Togo est tout à fait intéressante, tout à fait symbolique. Togo est lui-même, si on peut dire, un exilé. Il est né au Cameroun, il est citoyen français, il travaille à la fois au Cameroun, en France et en Allemagne. Par sa création, il s'efforce de souligner la rencontre entre l'art traditionnel africain et une approche contemporaine de l'art, une approche plus internationale de l'art. Ici, il a voulu montrer, à travers cette installation, il a voulu montrer toute la complexité de la position des, euh, des exilés dans le monde actuel, dans le monde où sévissent les crises environnementales, les inégalités, les guerres. Et on voit que l'artiste interroge le statut de celui qui est en quête d'identité, étranger à un espace, étranger à un lieu, migrant à la recherche d'une vie meilleure. Tout est symbolique évidemment dans cette installation. Par exemple, le fait qu'il n'y ait personne sur le vélo, il n'y ait personne assis sur la selle. Aussi, la remorque est remplie de sacs. L'exilé transporte avec lui son maigre bagage et cette œuvre résonne avec le monde dans lequel nous vivons, où au fond les marchandises circulent peut-être plus facilement que les êtres humains. L'exposition traite ensuite
un autre sujet qui est le thème du passage, le thème de l'arrachement au pays d'origine, le thème de la césure, en quelque sorte majeure dans l'existence de l'exilé. Et tout cela est parfaitement illustré et résumé par une œuvre d'un artiste anglais du milieu du 19e siècle, Ford Madox Brown. La création de Ford Madox Brown, The Last of England, qui date donc des années 1850, existe en fait sous deux versions. Il y a la version que l'on voit là, qui est une version plus tardive, c'est une aquarelle sur papier qui a été réalisée vers 1865. Et cette aquarelle sur papier, de format relativement petit, une trentaine de centimètres de diamètre, eh bien, est issu, découle d'une œuvre un petit peu plus ancienne, qui date des environs de 1855, et qui est de format plus grand, 80 centimètres de diamètre, que l'on voit là, dans la version qui est conservée à Birmingham. Il y a une autre version qui est conservée à Cambridge. Donc, trois versions, deux huiles sur toile et une aquarelle sur papier, pour cette œuvre de Ford Madox Brown, qui est considérée en Angleterre comme une œuvre majeure de la peinture anglaise. C'est l'une des plus appréciées de toute la peinture anglaise par les Anglais eux-mêmes. Ce tableau représente donc un homme et une femme qui quittent l'Angleterre, The Last of England, la dernière vue de l'Angleterre, hein, qui quittent l'Angleterre et qui voient pour la dernière fois les falaises de Douvres qu'on voit dans l'arrière-plan. Donc le tableau représente un homme et une femme, visiblement un couple. Euh, on voit un enfant dans l'arrière-plan ici, et puis un autre qui passe sa petite main là. Donc, un couple et ses deux enfants qui sont représentés par le peintre. Ce couple est vêtu, bon, évidemment, on est sur le pont d'un navire, donc on se couvre chaudement, bien sûr, mais ce couple est vêtu de vêtements qui évoquent plutôt l'appartenance à la classe moyenne qu'à la classe ouvrière, ce qui illustre la thématique de l'émigration depuis l'Angleterre, qui est un phénomène extrêmement important à l'époque, lorsque le tableau est entamé par Ford Madox Brown, donc son travail commence en 1852. Cette année-là, on a enregistré 350 000 départs d'Angleterre, donc 350 000 émigrants hein, durant cette seule année 1852, et à peu près autant dans les années voisines, bien sûr. Donc l'émigration est un phénomène extrêmement significatif, extrêmement caractéristique de l'histoire de l'Angleterre au milieu du 19e siècle. Euh, il y a dans cette peinture une résonance autobiographique à deux niveaux. D'une part, Ford Madox Brown a envisagé d'émigrer, peut-être vers l'Inde, enfin il l'a dit en tout cas, euh, parce que, évidemment, pour un artiste, la vie quotidienne n'est pas toujours facile. Peut-être qu'ailleurs, on pourrait trouver plus facilement une satisfaction, mais en fait, ce projet n'a pas été mis à exécution. Néanmoins, les deux personnages portent les traits du peintre et de son épouse. Et les deux ont deux enfants, un petit garçon, une petite fille, qui sont présentés aussi sur le tableau. Donc il y a cette dimension-là, un petit peu autobiographique. Et deuxième dimension autobiographique, la scène a été suggérée au peintre par l'émigration de l'un de ses amis, Thomas Wollner, qui part en effet en 1852 pour l'Australie, attiré qu'il est par les promesses d'enrichissement en Australie. Vous voyez que la chaloupe du bateau nous donne le nom du navire, c'est Eldorado, hein, tout un programme évidemment. Donc Thomas Wollner part pour l'Australie, espérant s'enrichir dans les découvertes de l'or en Australie. Cette peinture euh, appartient au courant pré-raphaélite. Le format d'Oxbourne n'a pas été à proprement parler membre de la confrérie pré-raphaélite. Il a été, si on peut dire, l'inspirateur de la confrérie pré-raphaélite fondée par Dante Gabriel Rossetti, qui était un élève de Fort Madox Brown. Alors, de quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de revenir à un style de peinture plus pur, plus proche de celui pratiqué avant l'époque de Raphaël, c'est-à-dire avant la fin du XVe siècle. Ici, on voit cette aspiration dans la précision des détails. Par exemple, le dessin ici de la balustrade et même des choux qui sont accrochés à la balustrade pour permettre l'alimentation durant le voyage. Euh,
Une touche de réalisme aussi dans le format de la vue, un format circulaire, un peu comme si on voyait des personnages dans une lunette, dans un télescope. Euh, et donc touche de réalisme aussi avec le nom du, euh, le nom du navire, Eldorado. Alors Eldorado, c'est peut-être aussi une référence ironique à son ami Thomas Wollner. Wollner émigre en 1852 et lorsque von Madoxbrunn termine sa peinture, là on retrouve l'aquarelle, mais lorsqu'il termine l'huile sur toile en 1855, en fait Wollner est revenu d'Australie sans avoir fait fortune et il y a peut-être là une allusion un peu ironique à l'aventure de Wollner. Cela souligne un élément qui est souvent sous-estimé, c'est que l'exil n'est pas simplement un départ définitif. Il peut y avoir éventuellement un retour au pays. On a calculé que pour les émigrants européens vers les États-Unis, à la fin du 19e siècle, dans un cas sur trois, il y a retour au pays. Un émigrant sur trois revient au pays quelque temps plus tard. Alors, l'émigration est un phénomène volontaire, on peut parler d'expatriation dans ce cas-là, mais le phénomène peut être subi aussi, notamment dans le contexte de la colonisation de la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a beaucoup de personnes qui ont été concernées par ces déplacements de population, par cet arrachement qui euh, a été jugé nécessaire pour la main-d'œuvre. Il y a par exemple les travailleurs indiens ou chinois déplacés vers l'Afrique du Sud, ou bien d'autres déplacés vers les Antilles ou l'Amérique du Nord. Nous parlons bien là des déplacements de population après l'abolition de l'esclavage. Et cette œuvre de Roméo Miquelvanin évoque cette réalité à partir de l'exemple de Béhanzin, qui est là, qui est le roi du Dahomey, donc qui devient colonie française. Et après la conquête du Dahomey par la France, le roi Béhanzin, roi du Dahomey, est donc détrôné en 1890 par la France et il est transporté, exilé en Martinique. Et puis ensuite, c'est le thème précis qui était traité ici, et puis ensuite de Martinique en Algérie, avec une escale à Marseille qui est ici immortalisée par une photographie réalisée donc en 1894 et dont l'artiste s'est inspiré pour composer cette œuvre qui est de très grande taille. C'est une toile peinte de très grande taille, donc tirée d'une photographie. Alors la particularité de l'artiste, c'est que il s'est présenté lui-même ici. Il a surimposé son visage sur l'un des personnages, l'artiste étant en fait un descendant du roi Béhanzine du Dahomey. Donc, il a voulu montrer par là que la référence aux personnages historiques de la fin du 19e siècle pouvait être légitime pour les exilés d'aujourd'hui. Il y a en plus le lien familial dans son cas. La technique employée par l'artiste est tout à fait particulière. C'est donc une photographie au départ, une photographie coloniale, si on peut dire, au départ, qui est réutilisée, qui est appropriée et réutilisée par l'artiste contemporain, ce qui illustre une forme de persistance de la mémoire. Et cette toile a été trempée dans ce que l'artiste appelle un bain d'élixir. Donc, c'est une solution rituelle en usage dans les cultes vaudous. Et de ce faisant, cela lui donne la couleur un peu brune que l'on voit. Et donc cela illustre la réappropriation à la fois individuelle et collective du passé par les contemporains, une sorte de volonté de conjurer la rupture que l'exil a provoquée autrefois. Donc le passage, c'est le départ, mais le passage, c'est aussi la traversée. Cette traversée est illustrée par plusieurs peintures présentées par le musée du Louvre-Lens. On peut commencer par une peinture d'Édouard Manet représentant l'évasion de Rochefort et datant de 1881. Rochefort, c'est donc Henri Rochefort, c'est ce journaliste, cet écrivain qui a été l'un des symboles de l'opposition à Napoléon III sous le Second Empire. Et Rochefort est, durant la Commune, un défenseur de la Commune de Paris au printemps 1871. Il est arrêté, il est jugé, il est condamné au bagne en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et donc la peinture représente ici l'évasion de Rochefort depuis le bagne de Nouméa en 1874.
Cette évasion est la seule évasion du bagne de Nouméa que l'on ait enregistrée. Alors, Manet ne cherche pas du tout à représenter une scène précise, une scène, disons, réaliste, mais il insiste sur la fragilité de la destinée du fugitif, de l'évadé, dont le sort dépend en fait du navire australien qui est là sur l'horizon. Alors le peintre souligne donc ici la fragilité de la barque perdue dans l'immensité marine et le caractère incertain de l'entreprise. Donc une toile de 1881. Il y a un ensemble de toiles beaucoup plus récent qui peut évoquer le même thème. C'est la composition Aube noire de Jan Peiming, qui date de 2015 et qui peut être comprise de la façon suivante. Il y a deux toiles et un espace intermédiaire. Donc c'est un diptyque, diptyque qui porte sur une réalité contemporaine que l'on voit donc dans un détail de la peinture de droite. Ce sont ici les corps des exilés, les corps des migrants, comme on dit maintenant, flottant sur les flots, flottant sur la mer. Donc il y a, si l'on revient à la composition complète, il y a le départ sur l'embarcation et il y a la noyade, et il y a donc les corps flottant sur la mer, avec évidemment dans l'espace qui n'est pas utilisé par une peinture, la noyade. Donc le phénomène n'est pas évoqué, il y a une ellipse qui est intégrée par l'artiste dans sa composition. Euh, à mesure que l'œil prend possession, on pourrait dire, de la peinture, de l'espace pictural, alors on voit se dégager petit à petit les éléments du drame, l'embarcation, les corps flottants et la noyade qui est simplement évoquée. Cette peinture est donc due à Yan Peimi, qui est un artiste d'origine chinoise, qui travaille à Paris depuis le début des années 80 et qui s'inspire de la peinture d'histoire occidentale pour traiter des sujets contemporains. Une autre artiste évoque aussi la dangerosité du passage et la noyade, c'est Myriam Khan, qui représente sur cette peinture de grand format le sort des naufragés, le sort des corps humains fantomatiques qui sombrent dans les eaux internationales de la Méditerranée. Méditerranée, c'est le titre de l'œuvre, Mare Nostrum 2008, et l'artiste donc souligne ici l'indifférence peut-être des populations, à la fois sur la rive sud et sur la rive nord de la Méditerranée, par rapport au sort qui attend les exilés s'efforçant de traverser la mer. Mare Nostrum, c'est le nom antique que l'on donnait à la Méditerranée, mais c'est aussi le titre d'une mission humanitaire menée à l'initiative du gouvernement italien afin de secourir les migrants. L'exposition est sous-titrée Regard d'artiste et elle traite donc le thème de la création en exil. Le créateur en exil qui traite le sujet de l'exil aussi. C'est à la fois le créateur en exil et l'exilé qui traite le thème de l'exil. Les artistes connaissent en effet parfois l'exil, et l'exposition présente les œuvres de plusieurs artistes dans cette catégorie. On voit des œuvres de Claude Monet, par exemple, qui a fui la guerre de 1870. On voit des œuvres de Gustave Courbet, qui a été condamné pour sa participation à la Commune de Paris, ou d'autres artistes. Il y a notamment Victor Hugo. Victor Hugo, évidemment, qui s'exile au moment du coup d'État de Napoléon III, donc en 1851, enfin, peut-être celui qui n'est pas encore Napoléon III, en 1851. Victor Hugo qui s'installe donc à Bruxelles, puis à Jersey, puis à Guernesey. Et cette période d'exil
volontaire d'Hugo. Cette période d'exil est pour lui à la fois un arrachement par rapport à la patrie, mais c'est aussi une période extrêmement productive. C'est une période donc qui stimule sa création littéraire, puisque c'est l'époque où il écrit quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres, notamment Les Misérables en 1862, et il termine le recueil des Contemplations en 1856. Par ailleurs, Victor Hugo développe aussi Victor Hugo n'est pas seulement un écrivain, un poète, c'est aussi un dessinateur. Et il développe de nouvelles techniques, comme par exemple le pochoir, ou comme on le verra, la photographie. Ici, il réalise un pochoir la, sur un volume des Contemplations, le pochoir qui représente un navire quittant, un navire partant sur les flots, un navire qu'il intitule lui-même Exil. Le bateau réalisé au pochoir est littéralement la trace d'une absence, l'expression du désir de l'exilé de regagner le pays et la nostalgie du pays qui a été laissé. C'est la même idée que l'on va trouver chez Gustave Courbet. Bon, Courbet s'exile pour des raisons différentes de celles de Hugo. Courbet, lui, meurt en exil en 1877, alors que Hugo revient en France en 1870. Et Courbet donc se réfugie en Suisse, au bord du lac Léman, et il va traduire sur la toile que l'on voit là, coucher de soleil sur le lac Léman, il va traduire à la fois la nostalgie du pays perdu, il va traduire le flamboiement de la lumière au moment du coucher du soleil, et tout cela sur fond de montagnes qui sont peut-être les montagnes qui dominent Évian, peut-être au bord du pays natal. Cette vue du lac Léman est, si l'on peut dire, une sorte de marine. euh, Courbet avait réalisé plusieurs exemples de ces marines en Normandie auparavant. Dans le cas de Victor Hugo et de Gustave Courbet, l'exil n'est pas volontaire, pas directement volontaire tout au moins, surtout dans le cas de Courbet. On peut trouver évidemment une autre approche. L'expatriation peut être parfois volontaire. C'est le cas de Zhao Wuqi. Zhao Wuqi est un artiste d'origine chinoise qui arrive en France en 1948, qui va acquérir la nationalité française. Et pourquoi vient-il en France? Essentiellement pour se perfectionner dans les techniques la peinture occidentale. Sa formation, dès même sa formation en Chine, il a été amené à réfléchir et à établir une sorte de comparaison entre la peinture chinoise et la peinture occidentale. Et donc, il vient en France pour approfondir sa formation dans ce domaine. Il va fréquenter les musées, c'est un très bon connaisseur des musées, et il va il va développer sa création sur des toiles de très grand format. En 1957, il va aux États-Unis où il découvre les techniques de l'action painting qui consistent à en fait insister sur l'action physique de l'artiste qui est en train de travailler sur la toile. C'est le geste, hein, action painting, c'est le geste qui est important. Et cela, il comprend que une sorte de point commun entre cette action painting et la technique traditionnelle de la peinture chinoise. On trouve aussi ce rapprochement que l'on peut faire. Et donc, lorsqu'il rentre en France en 1964, sa manière a changé. Il n'imite plus la peinture occidentale, il se l'est appropriée et il en a réalisé une sorte de synthèse par rapport à la peinture chinoise. C'est ce qu'on voit sur cette toile, donc abstraite évidemment, de Zhao Wuqi, qu'il a intitulée 04-05-64. En fait, c'est une date, le 4 mai 1964, c'est la date de rédaction, de publication du décret de naturalisation de Zhao Wuqi par l'État français. Et donc, l'artiste réalise cette toile et l'offre à l'État français à titre de remerciement. Les exilés sont des artistes en exil. Le thème de l'exil peut être pris comme thème de création. On voit là, par exemple, retour à Victor Hugo, on voit là, par exemple, une création de Victor Hugo. Victor Hugo n'est pas seulement un écrivain, c'est aussi
un dessinateur, et il a l'occasion de s'intéresser de très près à la photographie. Alors, il ne pratique pas personnellement la photographie, au sens où il utiliserait l'appareil photo, mais il compose, il met en scène des thèmes que son fils Charles va photographier effectivement. Donc là, nous avons affaire à une photographie de Charles Hugo qui a été composée par Victor Hugo et qui représente Victor Hugo sur le rocher des Proscrits. On est à Jersey, puisque Victor Hugo est à Jersey jusqu'en 1855 et qu'ensuite il s'installera à Guernesey pour une quinzaine d'années. Victor Hugo sur le rocher des proscrits. Est-ce que Victor Hugo est proscrit? Disons qu'au moment du coup d'État, évidemment, c'est un opposant au coup d'État, donc il prend le large, oui, alors dans ce sens-là, c'est un exilé, certainement, mais par la suite, le régime de Napoléon III décrète une amnistie et Victor Hugo refuse cette amnistie. Alors il y a évidemment des réponses flamboyantes et extrêmement belles, hein. Quand la liberté rentrera, je rentrerai, dit-il en 1859, refusant l'amnistie, mais de ce fait, il devient le seul exilé, le dernier exilé, le seul exilé du coup d'État. Les dirigeants de la Deuxième République ne sont pas partis en exil, ni Lamartine, ni Arago, ni les autres. Simplement, on leur a fait comprendre que s'ils restaient, il fallait qu'ils se taisent. Et Victor Hugo ne voulait pas se taire. Donc, dans ce sens, on peut considérer qu'il est un proscrit, oui, en effet. En tout cas, c'est ce qu'il met en scène, effectivement, à travers cette photographie. Il a, en somme, sculpter sa propre image, sa propre statue, au sens littéraire, avec les châtiments par exemple, mais il a créé effectivement sa propre image, avec par exemple cette photographie. Alors d'autres exilés qui vont traiter le thème de l'exil n'emploieront pas exactement les mêmes moyens. On voit là par exemple une photographie de Joseph Koudelka. Koudelka qui est donc un artiste tchèque qui passe à l'ouest en 1970, donc à l'époque de la Tchécoslovaquie et communiste. Et donc Koudelka se trouve en somme apatride, errant entre l'Angleterre et la France. Et cette photographie, il la prend à Paris en 1976. C'est le titre d'ailleurs de la photo. Cette photo nous montre peu de choses. Il y a une pomme. Et cette photographie est composée un peu comme une nature morte. Elle décrit la condition matérielle de l'exilé. Il y a en guise de nappe une feuille de papier journal, il y a un morceau de pomme, il y a une brique de lait, il y a une baguette de pain, il y a des vaches qui rient, des fromages vaches qui rient. Et cette nature morte ne cherche pas à montrer, comme la nature morte traditionnelle, euh, le temps qui passe, elle cherche à montrer simplement le déracinement et elle souligne les particularités de l'exilé qui est dépossédé d'une partie de son identité et qui aussi euh, est d'une certaine manière libre puisqu'il peut se passer de tout. Ce dont il a besoin, c'est une demi-pomme, une demi-baguette de pain. Un autre artiste exilé traite le thème de l'exil, c'est Youssef Nabil, qui est donc un artiste d'origine égyptienne. Euh, Ici, le thème de l'image, de la photographie qu'il a réalisée, c'est le thème, c'est ce qu'il appelle un autoportrait. Un autoportrait, donc on est à Alexandrie, dans le port d'Alexandrie, et l'artiste quitte le port d'Alexandrie à la rame en tournant le dos sans doute au spectateur, mais en maintenant les yeux sur le pays qu'il quitte, sur le lieu qu'il quitte. C'est une manière de rappeler, là aussi, comme on disait tout à l'heure, le fait que l'exilé peut éventuellement revenir. En tout cas, il a peut-être la nostalgie du pays qu'il a quitté. La composition est pensée ici pour rendre compte de l'expérience de l'exil, de cette contradiction qui existe entre la nécessité du départ et le désir du retour. La technique employée par l'artiste, c'est une photographie en noir et blanc qui est coloriée. C'est une technique désuète. En 2009, on faisait ça en 1920, mais en 2009, il s'agit pour Youssef Nabil de développer un peu un regard nostalgique sur l'Égypte, le pays qu'il a quitté. Alors l'exilé peut
avoir quitté son pays, mais l'exilé peut être parfois en exil à l'intérieur de son pays. L'exposition montrait très bien cette idée à partir de l'exemple d'Eugène Delacroix. Dans l'œuvre d'Eugène Delacroix, les bouquets de fleurs ne sont pas le thème le plus volontiers traité. Eugène Delacroix, c'est quand même le peintre de la liberté dit dans le peuple, c'est le peintre de la mort de Sardanapale, enfin le peintre des grands tableaux, des grandes œuvres tout à fait spectaculaires, le maître de la couleur. Et l'on voit ici un tableau de petite taille montrant de façon très précise et très belle un bouquet de fleurs. Alors, comment comprendre ce thème du bouquet de fleurs? Bon, d'abord, on peut rappeler qu'il y a chez Delacroix un intérêt particulier pour la végétation, les fleurs, le jardin. Il a une propriété à la campagne, il a un jardin près d'église Saint-Sulpice, qu'on peut d'ailleurs encore voir aujourd'hui. Et, mais ici, il y a une interprétation qu'on peut faire. Les bouquets de fleurs sont les œuvres que Delacroix peint en 1849 et en 1850. Les œuvres qu'il envoie au salon, c'est ça. Et comment comprendre ça? Eh bien, l'interprétation qui est donnée, c'est lui-même d'ailleurs qui l'a suggéré, c'est que le thème de la nature, c'est un refuge pour lui, un refuge par rapport aux événements qui viennent de se dérouler en 1848 et 1849, un refuge par rapport à une société qui ne comprend plus, par rapport à la violence qui a été déployée en 1848, en février et en juin 1848. Euh, Tout cela effraie, si on peut dire, Delacroix, qui a le sentiment d'être en exil à l'intérieur de son propre pays. En rapprochant des œuvres de la tradition des créations contemporaines, l'exposition du Louvre-Lens nous a permis de commencer une réflexion sur la notion d'exil. L'exil, une expérience profondément enracinée dans la nature humaine, l'exil, une expérience difficile qui est marquée par le départ, par le passage, par l'arrachement à la terre natale et par les dangers du passage, la traversée de la mer par exemple. Euh, également, l'exposition nous a montré, dans la section que l'on vient de parcourir, que l'exil pouvait être une caractéristique de l'artiste, mais pouvait être aussi un thème traité par l'artiste. En continuant le développement de l'exposition, on passe à une quatrième section qui est consacrée au thème suivant. L'exil est une expérience traumatisante qui a laissé une trace dans la mémoire de l'artiste. Il y a une mémoire de l'exil, ce que l'on peut voir en rapprochant, comme c'est la marque de cette exposition, en rapprochant les œuvres de la tradition de la création contemporaine. Alors, le premier artiste que j'ai choisi de montrer dans cette section, c'est Marc Chagall, que nous avons déjà rencontré. Marc Chagall, qui est un exilé, alors pas un exilé pour des raisons politiques, il est arrivé en France parce qu'il suivait les ballets russes, euh, mais il s'est installé en France dans les années 20, il a acquis la nationalité française en 1937 et il a développé toute son œuvre. Donc, euh, en, lien, si l'on peut dire, entre son origine orientale, c'est-à-dire son origine biélorusse, et sa nouvelle patrie d'adoption, qu'est la France. Donc il peint en 1925 cette aquarelle qu'il intitule Souvenir, et donc on voit une porte qui s'ouvre, on voit une maison aux murs bleus, une maison environnée d'autres maisons. On voit un animal sur la droite. Bon, quel est cet animal? En tout cas, c'est un animal vivant, clairement. Et il y a là une réminiscence du village natal de Chagall, qui était un shtetl. Le shtetl, c'est un village peuplé d'une population juive dans les régions rurales, en Europe orientale. Le ghetto, c'est le quartier juif dans une ville. Le shtetl, c'est le village juif à la campagne, donc dans les territoires qui sont aujourd'hui la Pologne ou la Biélorussie, par exemple. Le village natal de Chagall se situe près de Vitebsk, en Biélorussie aujourd'hui. Et donc pour Chagall, la réminiscence qu'il a de son univers d'enfance, c'est la maison aux murs bleus, c'est la carcasse de l'animal qui a été euh, préparée par son grand-père, qui était boucher. Et donc il y a là la trace, la marque que l'exil a laissée sur le, la mémoire de Chagall, qui a impressionné particulièrement le peintre. Euh, une autre
façon de considérer la mémoire de la terre natale, c'est cette maquette de Khaled Dawa. Donc là, nous avons affaire à une installation contemporaine d'un artiste contemporain syrien qui a été frappé évidemment par les conséquences de la guerre civile en Syrie, qui a été frappé par les massacres, par les bombardements, par l'utilisation du gaz sarin pour réprimer la révolution de 2011. Et donc, cette maquette, on ne voit ici qu'une petite portion de la maquette que Khaled Dawa a fabriquée, en fabriquant chaque pièce particulièrement. C'est une façon pour lui de c'est une sorte d'expérience cathartique qu'il a vécue en enrichissant sa création au fil du temps. Et on a donc affaire ici à une œuvre qui est déposée dans un musée public. C'est une œuvre qui appartient aux collections publiques et qui est enrichie périodiquement par son créateur. C'est une curiosité, non, c'est une rareté. Un autre artiste venu du Levant, c'est Taïsir Batnichi. Il est palestinien et cette installation, dans son esprit, est une évocation des troubles du Proche-Orient à la fin du XXe, au début du XXIe siècle. On voit une valise ouverte et du sable, tas de sable identiques dans chaque moitié de la valise. Dans l'esprit de Taïsir Batniji, c'est une réminiscence du poème de Mahmoud Darwish, Ma patrie, une valise, ma patrie. Mais pourquoi le sable? Le sable, parce que l'artiste s'en est expliqué, le sable est à la fois ce qu'il y a de commun de part et d'autre de la limite, de part et d'autre de la frontière, de part et d'autre de la rivière, mais c'est aussi un emblème de l'impermanence, de l'instabilité, du caractère fugace de la réalité. Et comme le dit l'artiste, rien ne durera toujours, aucune condition n'est permanente, tout est instable, tout est mouvant, tout finit en sable. Et c'est aussi une façon d'approcher la mémoire de l'exil à travers cette métaphore minérale. Donc l'exilé s'est arraché à sa terre natale, l'exilé a vécu une expérience traumatisante qui a profondément marqué son souvenir, sa mémoire. L'exilé a travaillé sur la notion d'exil qu'il a parfois vécu lui-même. Et on arrive maintenant dans l'exposition d'Ouvrance à la thématique de l'accueil, qui va être traitée, comme pour les sections précédentes, en rapprochant des œuvres, disons, classiques et des créations contemporaines. Accueillir, oui, parce que l'exilé soit parti de chez lui volontairement ou qu'il ait été chassé, euh, il n'est pas attendu là où il arrive. Et donc, au sens propre, c'est un intrus. C'est peut-être une façon de comprendre que dans bon nombre de civilisations, l'accueil de l'étranger soit à la fois une question importante et soit aussi une valeur importante. L'exposition permettait de développer cette notion en se référant évidemment à la tradition classique, c'est-à-dire la tradition grecque, par exemple. Il y a dans les poèmes homériques de beaux exemples d'étrangers arrivant. Et puis, par la suite aussi, avec l'univers chrétien, il y a quelques exemples intéressants aussi sur ce point. Donc, l'exposition nous montrait tout d'abord des gravures d'Henri Matisse. Henri Matisse qui, en 1934, reçoit une commande, la commande de gravure destinée à illustrer le texte de James Joyce, Ulysse. Alors, on sait que le roman de James Joyce a un rapport assez lointain avec l'Odyssée d'Homère, un rapport réel, mais un rapport quand même lointain. C'est une reformulation, au fond, à laquelle se livre le romancier irlandais. Mais dans le cas de Matisse, on peut être à peu près certain qu'il n'a pas lu le roman de Joyce. Il propose des gravures qui illustrent la rencontre dans le monde grec, en somme, et dans les poèmes, la rencontre entre donc l'arrivée de l'étranger, l'accueil de l'étranger. Et comme on sait, cet accueil de l'étranger, cette nécessité, cet idéal de l'accueil correct de l'étranger, ce qu'on appelle la xénia en grec, c'est un véritable rituel
qui n'est pas toujours respectée. On voit ici une évocation de la rencontre entre Ulysse et Polyphème. Polyphème, c'est le cyclope qui euh, accueille très mal les étrangers, c'est Ulysse et ses compagnons, puisqu'il en tue quelques-uns. Et Ulysse et ses compagnons survivants ne peuvent se libérer de l'antre de Polyphème qu'en l'enivrant, en lui faisant boire du vin, et qu'en l'aveuglant avec un épieu. C'est une façon de rappeler que Polyphème n'appartient pas au genre humain, non pas simplement parce qu'il a un œil, un seul œil, mais aussi parce qu'il ne mange pas de chair cuite, il mange de la chair crue, parce qu'il ne boit pas de vin. Et donc, ces marqueurs de la civilisation, pour les Grecs de l'Antiquité, eh bien, ne se repèrent pas chez Polyphème. Donc, Polyphème, c'est le contre-modèle par rapport à l'accueil de l'étranger. Il y a une autre rencontre dans l'Odyssée qui est évoquée, c'est la rencontre entre Ulysse et Circé. Alors la réception d'Ulysse et de ses compagnons par Circé, dans un premier temps, est très mauvaise, puisque Circé, la magicienne, transforme les compagnons d'Ulysse en cochons. Mais Circé n'arrive pas à transformer Ulysse en cochon. Et donc elle comprend le caractère particulier d'Ulysse, elle comprend le caractère exceptionnel d'Ulysse, et l'accueil change complètement de nature à partir du moment où Circé s'est rendu compte de ce qui se passait. Et donc on peut évoquer une troisième scène de l'Odyssée, c'est la rencontre entre Ulysse, qui est seul désormais, et Alkinoos, le roi des Phéaciens. Ulysse, dans un premier temps, ne révèle pas qui il est, mais il est accueilli de façon très rituelle et très bonne par Alkinoos. Alkinoos qui est présenté par le poème comme respectueux des rites, respectueux des usages, curieux des nouvelles du monde aussi, et Alkinoos qui comprend qu'il a affaire avec Ulysse à un personnage qui est son égal au fond. Et Ulysse révèle qu'en effet, il est le roi d'Ithaque, et il raconte les épisodes de la guerre de Troie. Donc, le rite de l'Axénia, l'accueil des étrangers, c'est un rite qui ne se conçoit que sur le pied de l'égalité. Il y a un don et on attend un contre-don. Chez Alkénos, c'est clair. Ulysse est accueilli convenablement et en échange, on attend de lui qu'il explique qui il est et pourquoi il vient. Euh, Par conséquent, ces gravures de Matisse sont fort intéressantes dans la mesure où elles montrent que l'idéal de l'accueil de l'étranger, l'idéal de la xénia, c'est un idéal qui n'est pas toujours respecté dans la réalité, comme on le voit dans le poème de l'Odyssée. Avec le développement du judaïsme, du christianisme et de l'islam, donc les religions monothéistes, il y a une autre façon d'envisager les étrangers. Là, on se place dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et exactement dans la Genèse, c'est ce que l'on appelle la rencontre de Mamré, c'est-à-dire la rencontre entre Abraham et des personnages qui surgissent un jour devant sa maison. Trois personnages qui apparaissent un jour devant sa maison. Et l'exposition présentait trois œuvres illustrant ce point particulier que l'on trouve au XVIIIe chapitre de la Genèse. Trois œuvres, l'une de Piola, l'autre de Rembrandt et la troisième de Chagall. Alors, cette rencontre de Man Ray est évoquée au chapitre 18 de la Genèse. Donc, elle se présente de la façon suivante. Un jour, Abraham reçoit la visite de trois personnages. Il les accueille de façon très hospitalière. Après quoi, nous dit le texte, les voyageurs vont détruire Sodome et Gomorrhe. Et on voit que les trois artistes traitent le sujet à peu près de la même façon, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le Lavis de Piola, il y a ici Abraham devant la porte de sa maison, dans l'encadrement de la porte, l'épouse d'Abraham, donc Sarah, et puis les trois personnages qui viennent d'apparaître, qui sont accueillis de façon hospitalière. La table est dressée, il y a sur la table des galettes qui sont offertes aux visiteurs. Chez Chagall, on voit à peu près la même scène. Il y a Sarah, Abraham, les trois visiteurs, la table dressée aussi. Avec Rembrandt, il y a une petite nuance. Il y a bien Abraham qui est là, portant l'aiguière, donc la cruche,
pour abreuver les hôtes. Il y a ici Sarah dans l'encadrement de la porte. Il y a les trois voyageurs. On voit qu'ici, ce ne sont pas trois personnages identiques, contrairement aux deux autres représentations. Il y a des petites différences. Il y a les galettes de pain sur la table. Et il y a ici euh, donc un personnage supplémentaire qui est Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham et d'Agar, servante d'Abraham. Donc il y a un fils qui existe, mais fils que Abraham a eu d'Agar. Abraham n'a pas de fils de Sarah. Voilà donc la scène qui est représentée ici. Et le texte biblique nous indique que les voyageurs viennent annoncer à Abraham qu'il aura un fils, non pas d'Agar, c'est déjà fait, mais un fils de Sarah. Ce qui paraît évidemment tout à fait problématique dans la mesure où l'âge des parents potentiels est très élevé, Abraham, mais surtout Sarah aussi. Et donc, évidemment, ça paraît tout à fait impossible qu'un fils naisse à Abraham. C'est pourtant ce qui va se passer, ce sera Isaac, qui naîtra quelque temps plus tard. Alors, voilà donc la lecture simple, précise de cette scène biblique évoquée au chapitre 18 de la Genèse. Les commentaires que l'on trouve dans les cartels du musée, dans le catalogue de l'exposition, dans les dossiers qui sont publiés, ces commentaires sont extrêmement bien pensés. En effet, on nous explique que cette scène de la Genèse montre bien l'hospitalité d'Abraham, que c'est peut-être une réminiscence de la Xénia grecque, on se demande bien pourquoi dans la Bible, hein, que c'est en tout cas une sorte de charité chrétienne avant la lettre, ou que c'est le respect des droits humains avant la lettre là aussi. Or, c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre la rencontre sous le chêne de Mamré. Il y a certes le chapitre 18 de la Genèse, mais aussi le chapitre 13. Et on voit bien quelle est la particularité d'Abraham. C'est un patriarche de la Bible qui, à plusieurs reprises, voit se manifester à lui Dieu, qu'il informe de diverses façons, qui lui promet de diverses façons, qui lui promet deux choses. D'une part, le pays de Canaan, qui est promis à Abraham plusieurs fois, et d'autre part, une descendance, et comme le dit la Bible, une descendance plus nombreuse que les étoiles. Donc cette promesse a été faite à plusieurs reprises à Abraham, elle est rappelée au chapitre 18 de la Genèse par les trois personnages. Les trois personnages qui ne sont pas des étrangers venant à passer, et que l'on recevrait correctement, un peu comme Triptolème reçoit Déméter dans la tradition grecque. Ces trois personnages ne sont pas des voyageurs venant à passer, c'est une hypostase de Dieu. Dieu se manifeste à Abraham sous la forme de trois personnages. Dieu se manifestera à Moïse sous la forme du buisson ardent, par exemple. C'est cela que nous dit en fait le chapitre 18 de la Genèse. Là, évidemment, on peut considérer que le musée du Louvre-Lens a procédé à un détournement de l'image. Une remarque, pour les chrétiens, cette rencontre de Mamré, qui est donc évoquée dans l'Ancien Testament, cette rencontre de Mamré est une prémonition de la Trinité. Dieu se manifeste à Abraham sous la forme de trois personnages. Et donc, c'est ce que les chrétiens appellent la Trinité abrahamique. Euh, et donc, évidemment, si c'est la Trinité qui est présumée par cet épisode, alors il convient de représenter les trois personnages de manière tout à fait identique. C'est ce que fait Piola, c'est pas exactement ce que fait Rembrandt, c'est ce que fait Chagall. On voit que Chagall, qui est juif, représente cette rencontre de Mandré de manière tout à fait œcuménique, on pourrait dire. Et c'est en effet ce qu'il voulait faire, puisqu'il a expliqué, il a travaillé nombreuses fois sur la Bible, évidemment. Chagall a procédé à délivrer un message biblique, on le sait bien. Il a donc expliqué que la Bible lui apparaissait comme la plus grande source de poésie de tous les temps. C'est une citation. Donc des œuvres de la tradition et des créations contemporaines qui sont présentées par l'exposition sur ce sujet, l'accueil de l'étranger, comment. Voilà par exemple des photographies qui ont été réalisées à Marseille dans un studio fondé par un exilé arménien qui a fui la Turquie euh, après le génocide. Et donc, il s'appelait Assadour Kesayan. Et donc, ce fondateur du studio et ses enfants qui ont pris la relève ensuite
bien proposer des photos à ceux qui voulaient en réaliser, évidemment, des photos au moment des cérémonies, au moment des épisodes de la vie, comme font tous les photographes installés, ayant pignon sur rue. Mais particularité, ce studio et les photographes donc, proposaient des montages photographiques permettant, on voit bien ici, hein, on voit bien ici l'image collée sur la photographie, permettant de reconstituer des familles dispersées, permettant de rapprocher des personnes qui avaient été dispersées par l'exil. Ces images illustrent donc bien la réalité de ce qu'est l'exil. Donc ces photos permettent de recréer des liens là où l'exil les avait déchirés et elle offre une représentation d'une réalité n'existe pas en fait, mais qui est désirée. Voilà donc une autre photographie qui illustre ce point. Et les photographies du Studio Rex, ce ne sont pas les seules évidemment dans ce cas, mais illustrent bien cet aspect-là des choses. Une autre photographie peut être évoquée, elle est très récente, celle-ci, c'est une photographie d'Abdoulaye Bari. Elle s'appelle Ali Mahamadou 10 ans et c'est une photographie qu'il faut considérer dans une série, la série que l'auteur a intitulée Un si grand lac. Cette photographie évoque une famille de réfugiés au Tchad, dans la région du lac Tchad. Cette région qui est frontalière entre trois pays, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Les Mahamadou ont échappé à plusieurs reprises au massacre des groupes terroristes, notamment du groupe Boko Haram, et ils cherchent le salut en fuyant, en s'installant dans un village au Tchad, au bord du lac Tchad. Le lac Tchad est ce que les géographes appellent un lac endoréique, dont la surface varie selon des cycles très longs, des cycles climatiques très longs. On sait par exemple qu'au XVe siècle, le lac Tchad était à sec. On sait qu'au milieu du XXe siècle, il y avait une superficie de 26 000 km² et qu'aujourd'hui, la superficie était réduite à 1500 km². Donc il y a des évolutions cycliques qui sont tout à fait naturelles, très anciennes, mais évidemment, au XXIe siècle, le dérèglement climatique vient dérégler ces cycles-là, bien sûr. Et la région est donc l'épicentre de migrations forcées par ces évolutions climatiques, mais des migrations forcées aussi par l'instabilité politique et par le pullulement des groupes terroristes, notamment ce groupe Boko Haram. Boko Haram, si on cherche à traduire l'expression, ça signifie mort au livre, hein. Et donc il y a là tout un programme. Et Abdoulaye Bari a donc réalisé une série de photos en 2019, des photos qu'il a prises de nuit donc au flash, hein, c'est ce que l'on voit sur le visage de cet enfant, une série de photographies prises de nuit documentant le sort de ces réfugiés au bord du lac Tchad, documentant aussi les liens qui s'établissent entre les populations résidant dans la région et les populations migrantes. Des liens qui sont des liens d'accueil, des liens d'hospitalité, des tensions parfois. Et donc, Abdoulaye Bari a cherché à montrer, par l'usage de la lumière brutale du flash, a cherché à montrer une certaine vérité des personnages qu'il photographiait. Et sur le visage de cet enfant, on peut lire évidemment sans doute la difficulté de la vie quotidienne, mais on peut lire aussi l'espoir d'une vie meilleure. Donc c'est une photo fort intéressante que Barry a réalisée. La question de l'accueil des étrangers peut aussi être formulée et abordée d'une manière un petit peu différente. Nous retrouvons ici Barthélemy Togo, donc cet artiste né au Cameroun et travaillant au Cameroun en France et en Allemagne. Il a réalisé en 2001 cette installation qui est composée de blocs de bois taillés posés sur une table. Ces blocs de bois évoquent des personnages, mais ils évoquent aussi des tampons administratifs dont on voit sur le mur l'empreinte. C'est une façon de souligner la position de l'exilé qui arrive dans le pays. Il faut lui trouver un statut, il faut gérer le flux migratoire en délivrant des papiers, sinon on est sans papier, et donc il faut ranger les individus dans des catégories. C'est un petit peu ce que cette installation illustre en soulignant le côté brutal, le côté inhumain de cette
attribution, de cette assignation des individus à une catégorie. Autre création contemporaine, pour illustrer le thème de l'accueil des étrangers, c'est la vidéo d'Adrian Pazzi. Adrian Pazzi est un artiste albanais et il travaille en Italie, comme on le voit. L'exposition présentait une vidéo qu'il a réalisée il y a quelques années. Et, bon, moi, je vous montre une image fixe, donc c'est une image qui est prise à la fin de la vidéo, c'est en somme la conclusion. On y montre des exilés qui cherchent à quitter le pays où ils se trouvent, qui cherchent à monter dans un avion, mais qui n'ont pas forcément les papiers, qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément les occasions de grimper dans cet avion, et ils sont donc immobilisés sur la passerelle, ils sont immobilisés sur cet escalier, environnés par les avions qui décollent et qui atterrissent, environnés par le bruit, on entend dans la vidéo mais on ne voit pas sur la photo, environnés par le bruit et finalement suspendus entre deux mondes. Et l'auteur a intitulé cette vidéo, et on peut appliquer le titre à la photographie, Centro di permanenza temporanea, donc une expression en italien pour désigner cette réalité, centre de permanence temporaire. Ça peut paraître un oxymore, mais euh, c'est le nom des camps de transit destinés aux personnes en voie d'expulsion du territoire italien. Camps de transit. Oui, parce que ce sera la thématique de la sixième partie. Les camps. Les camps que l'anthropologue Marc Auger considère comme des non-lieux, comme des nulle part. Alors la thématique des camps était, des camps de réfugiés, donc, était évoquée par euh, plusieurs œuvres d'Anthony Clavé. Anthony Clavé est un artiste. Alors, à l'époque, on le considérait comme artiste espagnol. Maintenant, il convient de dire que c'est un artiste catalan, ce qu'il était effectivement. Anthony Kilavé travaille à Barcelone, c'est un affichiste assez réputé à la fin des années 30, et lorsque la guerre civile commence, il met son art au service du camp républicain en réalisant des affiches de propagande, si l'on veut, pour le camp républicain. Il se considérait comme soldat artiste. Et il a été effectivement mobilisé dans les troupes républicaines en 1937, mais 1937, c'est la défaite des républicains face aux nationalistes de Franco, ce qui amène Anthony Clavé à partir en exil vers la France. Il est donc interné dans un camp. Des camps ont été installés justement pour y mettre les réfugiés espagnols, républicains. Et dans le cas d'Anthony Clavé, c'est le camp de Prats de Mollo, puis le camp des Haras près de Perpignan. Alors, particularité d'Anthony Clavé, il, euh, il travaille pendant sa présence, j'hésite à dire détention, mais enfin c'est un peu de cela qu'il s'agit, il travaille pendant sa présence au camp et sa manière est transformée par son séjour. Sa manière est transformée aussi par le peu de moyens qu'il a à sa disposition. Il a surtout à sa disposition une feuille de papier et un crayon, en fait, hein. Et donc, il est très marqué par cette expérience des camps. Expérience qu'il ne vit pas très longtemps parce que Anthony Clavé avait un correspondant à Perpignan, son ami, le peintre Martin Vives, qui avait la particularité double d'être peintre et secrétaire de mairie à Perpignan. Et donc ainsi, Clavé a pu sortir de son camp de réfugiés donc assez rapidement, ce qui n'a pas été le cas de tous les réfugiés espagnols, bien sûr. Les camps ont été créés au moment du déclenchement de la guerre d'Espagne, mais les camps ont subsisté ensuite. Si on prend par exemple le camp de Rivesaltes, donc il est ouvert en 1936 et on y interne des Espagnols, et puis ensuite on va y interner, avant le déclenchement de la guerre, des Juifs étrangers, puis après le déclenchement de la guerre, une partie des Juifs arrêtés en zone sud, puis après la fin de la guerre, des prisonniers allemands, puis après, au début des années 60, des harkis, réfugiés d'Algérie, et puis finalement des étrangers condamnés à la reconduite à la frontière. Le camp de Rivesaltes a donc fonctionné pendant des décennies et il a fini par être fermé en 2007. Alors le camp, l'exposition prenait l'exemple des camps ayant accueilli des réfugiés espagnols, mais naturellement il y a d'autres camps qui sont plus
contemporain de nous, et c'est ce qu'évoquaient en réalité les dernières œuvres présentées dans l'exposition. On montrait par exemple cette installation d'Annette Messager, Les planètes. Alors, c'est une installation qui est, si on peut dire, mobile. Il faut considérer qu'il s'agit de sacs réalisés dans de la toile à parachute sur laquelle l'artiste a peint quelque chose qui ressemble à des cartes. Et attachés sur ces sacs, il y a des petits pantins en papier. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a une soufflerie qui fait gonfler et dégonfler les sacs, et les pantins sont entraînés par ce gonflement et ce dégonflement. Et donc, dans l'esprit de l'artiste, il s'agit de créer quelque chose qui peut évoquer les migrants dont les tentatives de traversée peuvent être meurtrières, des migrants qui sont abandonnés à leur destin, des migrants qui sont emportés dans un mouvement mécanique qui s'impose à tous. Ils sont soumis à la mécanique du monde, si l'on veut, et ils y sont soumis dans une certaine indifférence. Alors, l'exposition présentait pour Terny de nombreux documents évoquant ce que la presse a appelé la jungle de Calais, c'est-à-dire ces camps où passent des migrants qui se rendent au Royaume-Uni. Migrants qui se rendent au Royaume-Uni, c'est une expression que les cartels de l'exposition emploient. Euh, il y a de nombreuses photos évoquant ce thème de la jungle de Calais. J'en ai choisi une. C'est une photographie de Bruno Serralongue qui date de 2007. Alors Bruno Serralongue a documenté le thème des camps, a documenté la jungle de Calais. Il a la particularité de produire des photographies de grand format qu'il réalise de façon très soignée, de façon très posée. Et il nous montre ici, Abri 5, nous dit-il, Calais, avril 2007. Il nous montre ici en fait un campement de fortune, certes, mais un campement abandonné. Et si le campement est abandonné, c'est que naturellement, les migrants sont partis. Et donc ils sont partis. Oui, cette photographie ne figure pas dans l'exposition. Cela peut nous amener à une conclusion. Euh, les cartels parlent de migrants qui se rendent au Royaume-Uni. Et on peut considérer qu'il y a là une sorte d'a priori qui a été utilisé par les organisateurs de l'exposition, qui nous ont expliqué au début de l'exposition que l'exil, c'est l'arrachement, c'est le départ, c'est l'abandon de la terre natale. Et voilà qu'à la conclusion, nous arrivons à envisager les exilés, qu'on appelle d'ailleurs migrants, comme ceux qui arrivent et non pas ceux qui sont partis. Il y a un renversement de la définition. L'exilé n'est plus celui qui part, mais celui qui arrive ou qui espère arriver. Si l'on se souvient de l'œuvre de Ford Madox Brown que nous avons vue tout à l'heure, qui date donc, disons, de 1860 pour simplifier, cette œuvre montre exactement le contraire de ce que montre la photographie illustrant le passage des migrants dans le détroit du Pas-de-Calais. Les émigrants anglais du milieu du 19e siècle, The Last of England, quittaient l'Angleterre sans même regarder les falaises de Douvres. Les migrants du début du 21e siècle passent en Angleterre en ayant les yeux fixés, alors sur la photographie, ils ont les yeux fixés sur l'objectif du photographe, mais en ayant les yeux fixés sur les falaises de Douvres. Il y a un renversement de perspective. Ce renversement de perspective traduit, mais l'exposition ne l'explique pas, traduit les mutations économiques, les mutations internationales qui sont produites depuis 150 ans, bien sûr. Mais il y a aussi une autre chose que l'on peut remarquer, c'est que la peinture de Ford Madox Brown représentait une réalité. Il y a en effet des migrants qui partent des îles britanniques au milieu du 19e siècle, mais la peinture reflétait une réalité objective. Je veux dire, elle était représentative de la réalité. Il y a en 1852, lorsque Ford Madox Brown commence The Last of England, dans la version huile sur toile, il y a 350 000 Britanniques qui quittent le royaume dans cette seule année 1852. Donc la peinture illustre bien la réalité de l'époque. Ce que nous montre la photographie, ce n'est pas cela. La photographie nous montre des migrants qui se sont entassés dans un petit bateau pneumatique qui n'est pas conçu
il y a plus d'une douzaine de personnes sur ce bateau, qui n'est pas du tout conçu pour cela. C'est pourquoi il y a des naufrages fréquents, bien sûr. En plus, le détroit du Pas-de-Calais est une zone dangereuse sur le plan maritime. Donc, ces migrants qui se noient dans le détroit du Pas-de-Calais, c'est une réalité. C'est une réalité tragique, c'est un véritable drame, c'est sûr, mais ce n'est pas une réalité représentative. C'est-à-dire que la plupart des migrants ne se noient pas en traversant le détroit du Pas-de-Calais, pas plus qu'ils ne se noient bien qu'il y ait des noyés, mais la plupart des migrants ne se noient pas en passant de la rive sud à la rive nord de la Méditerranée. Les migrations internationales sont une réalité, mais les artistes aujourd'hui, puisque là nous parlons de photographie, les artistes aujourd'hui s'attachent à un petit aspect de la réalité, c'est-à-dire le sort tragique de ceux qui se noient. On ne parle pas des on ne parle pas des trafics des passeurs, par exemple. Parce que là, il y a un passeur, peut-être celui qui se cache le visage avec la main, est-il le passeur, peut-être? Et donc, on peut considérer que dans l'exposition du Louvre-Lens, il y a un biais qui a été pris, celle de tordre la réalité, au fond. Et puis, il y a un autre biais qui est plus gênant encore, c'est la question qu'on pourrait formuler de la façon suivante. Dans l'exposition, on nous parle de l'exode hors d'Égypte, l'exode des Hébreux hors d'Égypte. On nous parle de l'exil à Babylone, des Hébreux aussi. On ne nous parle pas de la diaspora, pas plus qu'on nous parle de l'Alia, qui aurait pu être évoquée, évidemment, si nous raisonnons sur le thème de l'exil. Il y a une figure qu'on aurait pu évoquer aussi, c'est la figure du juif errant, qui est un mythe récent, mais enfin, le juif errant pouvait être mentionné, il ne l'est pas. Le mot juif n'est pas employé dans l'exposition, ou quasiment pas, et le mot Israël n'est utilisé que pour désigner Jacob, le fils d'Isaac, Jacob qui part pour l'Égypte afin d'y retrouver son fils Joseph, mais le mot Israël n'est jamais employé pour désigner le pays fondé en 1948. Et pourtant, il existe ce pays, puisque on a vu une œuvre d'un Gazaoui, d'un Palestinien de Gaza. Il y a des réfugiés de Gaza, et ces réfugiés sont réfugiés pourquoi? Ça, on ne le dit pas. Exodus pourrait être le nom d'un bateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le nom d'un vélo dans l'exposition. Euh, dans le cartel qui décrit la gravure de Chagall montrant précisément le départ de Jacob pour l'Égypte, départ depuis le pays de Canaan, le cartel définit le pays de Canaan de la façon suivante, je cite, territoire palestinien et Liban. Point. Alors, préparer une exposition, c'est forcément faire des choix, hein, bien sûr. Et on le comprend aisément. Mais là, est-ce un choix? On a l'impression, au contraire, qu'il y a une sorte de N-word, comme on dit en Amérique du Nord, c'est-à-dire un mot qu'il ne faut jamais utiliser. Exodus pourrait être le nom d'un bateau, ce n'est que le nom d'un vélo. Et donc, c'est un point aveugle, un point troublant, dans une exposition qui, par ailleurs, est fort intéressante.